Aujourd'hui, sur cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir, Khadija. Khadija, aujourd'hui, je l'interviewe, parce qu'elle fait partie de ce que j'appelle maintenant mes clamies, c'est-à-dire mes clientes amies, avec qui, on continue de se suivre et qui a un parcours de vie, assez challengeant quand même, hein, malgré tout et qui aujourd'hui, a cette gentillesse, de partager justement, son expérience, son vécu, sa transformation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la Khadija d'il y a 2 ans, qui n'est plus du tout la Khadija d'il y a 4 ans. Et elle va du coup, voilà, lors de cette interview, elle va un peu vous expliquer son parcours et comment l'accompagnement, qu'on a fait ensemble par rapport à son burn-out, l'a amené à continuer à évoluer dans sa vie professionnelle, mais personnelle, en tant que femme, en tant que maman, en tant que conjointe. Comment tout ça, en fait, se joint, se met comme un puzzle, comment tout s'unit, à la fin quand on construit les choses dans l'ordre par piliers. Donc merci, Khadija de te prêter au jeu de l'interview et avant que je te pose les 1 questions, déjà je te laisse déjà un peu te présenter. Mmh. Merci Magali déjà de m'avoir invitée. C'est, ça aussi, c'est challengeant de parler de ça, de parler de soi et tout simplement d'expliquer un peu tout ce qui m'est arrivé. Moi, je suis Khadija, je suis maman, entrepreneuse, maman surtout de 3 enfants. Et comment expliquer simplement? Je pense que mon burn-out a commencé il y a bien longtemps, mais que je voulais pas le voir. Et mon burn-out a explosé à la naissance de mon troisième, où là, ça a été vraiment très, très difficile psychologiquement pour moi. Et où, en gros, mon état était devenu tellement grave que je n'arrivais même plus à maîtriser aucune de mes émotions. Tout partait en colère, mais des colères, des pics de colère, tu avais l'impression d'avoir un chien enragé en face de toi. J'avais des pics de crises de larmes à pas savoir ce qui se passait, je perdais la mémoire. J'avais, des trous de mémoire. Je L'organisation, c'était devenu pour moi du quasi impossible, alors que je ne faisais qu'ajouter des couches d'organisation dans mon organisation pour essayer de m'organiser. Il y avait quoi d'autre aussi qui faisait que ça a été l'alerte? Hem, je me sentais dans ma tête, ça n'arrêtait pas. C'était non-stop, non-stop. Je me sentais tout le temps submergée. J'avais comme si tu avais des couches de sous-couches, des couches de sous-couches, des couches de sous-couches et le moment où ça a explosé, c'est qu'il y a plus aucune information que tu pouvais me donner sans sans que ça me fasse péter un plomb. C'était comme si en fait tu m'enfonces, tu essaies de remplir une poubelle qui est déjà trop Déjà. pleine. OK, tu sais quand ils tassent bien les cartons, mais de toute façon c'est déjà tassé gars, tu peux pas quoi. C'est ça, C'est tu peux la plus, ça dégouline. surcharge. OK. Ouais, Ton cerveau en fait exact, et ta colère, c'était pour dire: «Je peux plus rien absorber, je suis déjà pleine». c'est ça. Mais moi, je le voyais pas forcément comme ça et hem et je le voyais plus comme étant une fatigue mentale ou tout simplement, enfin, je le voyais pas forcément comme ça et Juste oui, Justement, ouais, est-ce que tu arrives à te rappeler, avant que le mot burn-out soit posé, est-ce que tu arrives à te rappeler, on va dire, l'histoire que tu te racontais pour te justifier, d'être dans cet état-là? Tu m'as dit: alors «Ouais, c'est déjà de la fatigue». ouais, c'est ça et puis je, je mettais souvent beaucoup la faute sur les autres, surtout. Sur, l'école qui nous donnait trop de trucs administratifs, mon mari qui m'apportait pas assez de soutien, ma famille, qui était jamais là, pour m'aider, qui ne comprenait pas ce que je vivais, le fait que j'avais 3 enfants et que c'était difficile. Je mettais ça aussi sur le coup de mes hormones parce que, j'ai pété un plomb, je crois que mon dernier alors attends, juin, juillet, août, septembre, 4 mois, avec 4 mois. J'ai mis ça sur un 1 000 000 de choses différentes, mes règles qui arrivaient, parce qu'en plus tu as des pics, ta tête, ça va mieux, ça va plus, ça va plus, ça va mieux, tu vois? Donc tu mets ça sur 1 000 000 de trucs. Mon sommeil qui est pas bon, les enfants qui font pas leur nuit, donc c'est compliqué, tu pas dans le bon appart, il est trop petit, tu peux pas t'organiser.
j'aime pas cuisiner, donc c'est pour ça que tu vois, je le fais pas. Je trouvais 1 million d'excuses différentes, d'autant plus quand, on sortait de vacances, tu vois, ça allait toujours pas mieux. Là, je pense que le trop plein, même quand tu vas en vacances, ça va toujours pas mieux. Même pendant les vacances, ça va pas. Ouais, Ça en va pas, fait, en fait, pendant les c'était vacances, ça te repose pas. tu avais, toutes ces raisons justifiées, qui, pour toi, te donnaient la réponse de ton état, Ouais, sans que tu arrives, en fait, à prendre du recul, parce que trop non. fatigué, trop débordé, pour Mmh. te dire: «Mais en fait, il y a peut-être quelque chose que moi, là, je comprends pas et qui fait que Ouais, je le vis comme ça». ouais et en plus, tu vois, je suis quand même allée voir mon médecin généraliste, mon médecin de famille, qui est elle aussi maman et cetera et qui me dit: «Mais, madame, c'est normal, vous avez 3 enfants. T'en parles à tes copines, pareil, c'est normal Cad, enfin, tu 3 enfants. Tout est normal, en fait. C'est Mmh. normal que tu pètes des câbles, c'est normal que tu te sentes fatigué, c'est normal que tu perdes la mémoire, tu as 3 enfants». Et en fait, ce qui a fait réagir, c'est mon mari qui a du coup, me voyant dans un état, catastrophique et je pense que lui non plus, il en pouvait plus, qui m'a filé discrètement le numéro de son parce que chez eux, dans son boulot, il a, une cellule de crise, santé mentale et qui peuvent appeler et que la famille peut appeler, quand, gratuitement et cetera et donc tu peux avoir ce truc-là et donc en ayant la dame pendant plus d'1 heure au téléphone, c'est elle qui me pose le truc, donc c'est une psychologue que tu as au téléphone et qui me pose le truc, qui me dit: «Mais en fait, vous êtes en burn-out?» Et là, crise, effondrement. Mmh. «C'est pas possible, c'est quoi ce truc? De quoi tu me parles? C'est que pour le boulot, le burn-out, c'est pas je suis en congé mat, je ne suis pas» tu vois? Non, en fait, non, j'ai et puis j'avais pas envie d'être en burn-out, tu vois? On me dit que c'est normal, tout le monde me dit que c'est normal Bah d'être ouais, dans cet tu état pas et juste toi tu un me tu vois? dis que c'est un burn-out. Mais c'est normal ou c'est un burn-out en fait? C'est vrai, c'est Ouais. quoi en fait l'échelle de valeur, la jauge qui te permet de te dire: «Ouais, c'est normal par rapport au contexte» et bah, non en fait je suis en burn-out. C'est Alors, quoi la différence selon toi? je pense que c'est surtout la prise de conscience que c'était pas normal, que j'avais pas envie de rester comme ça, que c'est ou je restais comme ça en me disant que c'était normal ou j'acceptais le fait que c'était un burn-out et qu'il fallait que je change les choses, mais ça s'est pas fait tout de suite. Et avec le Heu, recul, pour les mamans qui écoutent et qui sont en train de se dire: «Mais, c'est vrai que moi aussi tout le monde me dit ça et c'est vrai que c'est exactement ce que je ressens, mais du coup, comment je sais si c'est normal ou pas?» Avec le recul que tu as, qu'est-ce qui n'était pas normal selon toi? Quel est le petit truc où il faut observer, où tu te dis: «OK, je suis en congé mat, j'ai 3 enfants, il y a le mari, il y a la maison à gérer, donc de la fatigue, je manque de sommeil, le petit il pleure, donc c'est normal que je sois fatiguée». À quel moment il y a une alerte où tu dois te dire, en tant que maman: «Là, c'est pas normal par contre et je suis peut-être sur le trajet du burn-out parental». Bah, déjà la fatigue, Mmh. une trop de fatigue, c'est déjà pas normal, déjà parce qu'on a beau nous dire que c'est normal d'être fatigué, en réalité, non. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas, déjà de base, parce qu'effectivement, être maman, surtout quand tu es en congé mat, tu es censée, vraiment te reposer avec l'enfant. C'est pas un congé, c'est, du repos, parce que, pendant 9 mois, ton corps a énormément travaillé et que tu dois te reposer et en plus, nous les mamans, on a quand même aussi le fait qu'on travaille à côté et que ça rajoute aussi de la fatigue, mais cette fatigue-là n'est pas normale. Donc Tu déjà étais ça, c'est un salariée? premier point. Pardon, tu étais Non, à l'époque, salariée? j'étais pas salariée, j'avais déjà commencé à avoir mon entreprise et ça aussi, ça me trottait, parce que ça fonctionnait pas, comme je le voulais et cetera. Mais je pense que même quand, j'étais salariée, en sachant que, comme je t'ai dit au début, je pense que mon burn-out, il avait déjà commencé, dès le premier, tu vois? Mmh. Et ça s'est vraiment empiré, et le chaos a été pour le troisième. Ça, c'est la première chose. Ce que je trouve important, c'est qu'à partir du moment où vous êtes fatigué, n'écoutez pas les autres en vous disant: «Ouais, c'est normal d'être fatigué», même si c'est votre médecin, d'accord? Parce que pour moi, il faut vraiment prendre en compte le fait qu'on n'est pas censé être fatigué. On est censé, pouvoir se reposer et de retrouver de l'énergie, pas être fatigué H24 même si on dort, machin et cetera.
Voilà. C'est merci, c'est la nuance que je voulais rajouter, c'est ressentir de la fatigue dans la journée, c'est normal, les petits coups de barre, Ouais, c'est normal, mais une fatigue permanente, constante, tout toute le la temps, journée, c'est ça, pas c'est pas normal. normal. Et pendant des mois, c'est pas normal. Et pendant des années, parce que nous, on le traîne pendant des années, c'est pas normal. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est pour moi, c'est la première alerte que j'aurais dû écouter, tu vois. Deuxième alerte que j'aurais dû écouter, c'est le fait d'avoir cette to-do list qui arrête pas de se remplir et qui reste dans ma tête et qui continue à cheminer. Et tout ce truc de toute la journée, je réfléchissais tout le temps. Mmh. J'avais aucun moment de répit, c'est-à-dire que même quand on allait au spa avec mes copines ou un resto, quand on arrivait à faire des restos, je pense que j'avais des petits laps de temps où j'arrivais à être complètement avec elles. Et à vraiment profiter du moment. Mais dans 90% des 3 ou 4 heures que je restais avec elle, en vérité, il y avait plus de la moitié de mon cerveau qui était dans l'organisation de la maison, de comment je vais gérer mon entreprise, de comment je vais faire ça, de qu'est-ce qui va se passer demain, de réunion à telle heure, de il manque ça dans le frigo, etc. Et de cette to-do list qui continue à augmenter et ce téléphone que tu vas regarder toutes les 2 secondes. Donc ça, pour moi, c'est la deuxième alerte. C'est pas normal que ton cerveau continue à bosser alors que tu es censé être dans un moment que tu apprécies, tu vois. Euh, que, que tu es censé, tu vois, réussir à te vider la tête alors que ça te vide pas la tête. Mmh. Ensuite, la troisième alerte, pour moi, c'est le fait, et ça, c'est vraiment là, t'es arrivé, je pense, au burn-out. T'es arrivé à la fin du chaos et là, il t'a juste punché, le burn-out. Il t'a vraiment punché. Et je trouve ça dommage que ce soit ça l'alerte du burn-out. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est ça l'alerte du burn-out. C'est comme quand on parle de harcèlement scolaire et qu'on me dit que l'alerte dans les écoles publiques, c'est quand l'enfant il est isolé. Là, il est à la bord du suicide, là, le gars, hein. C'est pas ça, c'est pas ça l'alerte. Bah là, c'est la même chose avec le burn-out. Le fait que tu hurles, que tu pleures, que tu es au bout de ta vie et que tu sais plus où t'en es, ça, c'est que ça y est, tu t'es pris le mur, en fait. Et pour moi, ça a été ça l'alerte. Mmh. Pour moi, ça a été ça le truc qui a fait qu'on m'a filé ce téléphone, j'ai appelé cette personne, je lui ai expliqué ce que je vivais, ce que j'étais en train de ressentir, etc. Et c'est là où elle a mis les mots sur ce que j'avais. Mais tu vois, le chemin pour accepter que c'était un burn-out, il a été un peu plus long. Mmh. Notre ami le déni. Et oui, Mm. il veut nous protéger à la Ouais. base, mais bon, il Mm. nous envoie dans le mur et il le sait pas encore jusqu'à ce qu'il se le prenne, en fait. Et et justement dans cette période-là, entre cette période où tu as le diagnostic et le moment où nous on s'est rencontrés, qu'est-ce que tu avais essayé entre pour justement, passer ce cap, sortir du burn-out, faire ta phase de récup et cetera? J'ai fait comme ce que tout le monde fait. J'ai nié. Après, j'ai accepté que c'était un burn-out, donc c'était OK. Donc, j'ai pas nié longtemps. Je pense que ça a mis une bonne semaine pour comprendre que, OK, déjà que j'avais plus envie de rester là-dedans et que c'était un burn-out, mais c'est pas pour ça que j'ai mis les bonnes actions en place. Quand je dis les bonnes, c'est en gros, je suis partie en week-end avec une copine pour me changer les idées. J'étais persuadée que ça m'avait fait du bien, mais en fait, je suis retournée, je suis retombée dans les crises de colère et dans les larmes, je crois, à peine un mois plus tard. Ensuite, bah, j'ai fait des spas avec mes copines. Mais ça changeait rien. Moi, les spas, ça a rien changé, hein. J'étais dans le spa, j'étais toujours dans mon burn-out. Je Mmh. sortais du spa, j'y étais toujours. Seulement, je faisais le poker face, Mmh. Ah tu mieux. vois. Donc ça, c'était ma spécialité, le poker face. C'est je Mmh. reste rigolote, je reste drôle, et dès que j'arrive à la maison, c'était l'explosion. OK. Le poker face, c'était ma spécialité. Donc j'ai essayé plein de trucs, hein, partir en vacances. Mes copines elles m'ont dit: «Ouais, mais attends, mais ça fait longtemps que t'es pas partie très longtemps en vacances, tu as peut-être besoin de repos, va en vacances et tout». Tu pars en vacances, tu reviens, tu es toujours dans le même état. Hem, j'ai essayé aussi, de trouver des méthodes d'organisation, tu vois? Je me suis replongée dans mon ancien métier, chef de projet. OK, comment est-ce qu'on s'organisait à l'époque? Moi, je vais utiliser ça pour ma vie perso. Ça a fonctionné un temps, c'était cool. J'ai remis mes idées en place.
mais ça ne m'a pas enlevé ma charge mentale et le fait que je pouvais partir au quart de tour. Parce que maintenant je comprends que c'est parce que je j'avais pas mis mes limites et que c'est pas une méthode d'organisation qui mettait les limites. J'étais juste dedans, j'étais encore dans les hors limites. C'est juste que j'organisais mon hors limite, tu vois? C'est tout. Mais ça changeait rien au fait que j'avais dépassé les limites que je donnais aux gens et mes limites à moi. C'est juste que je les organisais, tu vois? J'ai essayé quoi d'autre? J'ai essayé le yoga, la méditation. La méditation, je crois que c'est ça, c'était mon plus grand échec. Méditez, madame, et dès que vous voyez une pensée arriver, vous la chassez comme un nuage noir. Ah, sa mère, le nuage, il part pas, monsieur. Non, mais dégagez-le, il veut pas partir. C'était horrible. Et culpabilité, tu te dis, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Le gars, il a l'air de dire c'est simple, je comprends pas. Après, tu vas au yoga, t'as mal. Ça t'a pas du tout déstressé. T'as mal partout, ça t'a pas du tout déstressé. T'es courbaturé, t'es dégoûté, tu t'es Mais plus tu concentré sur respires! rien du tout. Ouais, c'était une catastrophe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des activités aussi. On m'a dit qu'il faut faire du sport pour se vider la tête. Ça mais rien du tout. Ça m'a rien vidé la tête du tout. J'arrivais absolument pas à être dans le sport. Je me créais encore plus de stress parce que je devais y aller. Bref, j'ai essayé plein de trucs, mais j'ai pas essayé de thérapie. J'ai pas essayé de thérapie parce que je ne voulais pas rentrer dans une thérapie longue. J'avais pas envie de rentrer, de parler de ma vie passée. J'avais pas envie de remuer des merdes, voilà. Et puis les thérapies longues, ça a jamais été mon délire de parler à quelqu'un qui me je ressentais depuis le début qu'il me fallait un truc où il me fallait des outils, des trucs, concrets, tu vois, à mettre en place. Donc même moi, hein, sur YouTube, je suis allée m'amuser à aller regarder, je faisais des séances d'auto-hypnose pour récupérer de l'énergie. C'était bien, ça fonctionnait un temps et après ça fonctionnait plus parce que j'en avais plus. J'ai fait des séances d'auto-hypnose contre le stress. Ça marchait pas. J'ai fait plein d'autres séances d'auto-hypnose de plein de trucs, hein, mais je pense que c'est parce que maintenant je comprends en tout cas que c'est parce que je j'étais pas allée chercher la racine du problème et qu'en fait je faisais juste essayer de mettre des pansements, mais où la blessure était trop grosse par rapport au pansement, ou le pansement était pas adapté par rapport à la blessure, tu vois? Et puis que de toute façon, c'était gangréné au fond, donc il fallait vraiment aller nettoyer ce qu'il y avait et ça à l'époque, bah, j'avais pas du tout envie d'y aller, quoi. Donc ça a duré 2 ans, ce truc. OK. Mmh. Donc 2 ans où tu as essayé de le gérer en autonomie avec les petits tips que tu chopes à droite à gauche, où tu essayes un peu, mais où vraiment tu prends pas cet engagement vis-à-vis de toi de dire: «Bon, bah, là, je sors du déni et je vais vraiment, m'en Ah occuper». mais à l'époque, j'étais pas du tout consciente que j'étais dans le déni, hein, faut être honnête, Ben, hein. on le sait pas qu'on est dedans, pardi, Ah sinon ce serait pas non, facile. pas du tout! Bah ouais, moi je pensais que c'était vraiment, en gros, que j'étais en capacité de le faire seule et que c'était OK. En plus, tu sais, le truc du burn-out, il est quand même hyper sournois, tu vois? Parce que tu as des phases où tu es bien et parce que tu retrouves un peu d'énergie et après c'est, la descente aux enfers et après tu dis: «Mais non, ça va aller mieux». Dès que ça va mieux, tu dis: «Mais c'est bon, j'ai réussi» et après c'est redescente aux enfers et en fait, il y a juste un moment où tu en as marre de faire tu sais, ces montagnes russes et moi les montagnes russes, j'en ai eu marre, au bout de 2 ans, tu vois? Mmh. Est-ce que ça C'est t'a je veux développé, cette peur de la rechute? C'est-à-dire quand tu commences à Ouais. être en up et te dire: «Oh putain, je suis en up, autant je vais encore rechuter. Est-ce que je vais rechuter plus bas qu'avant ou pas? Est-ce que ça va rester?» Et du coup, est-ce que tu as un peu cette peur qui s'est développée? À la fin, ouais. Au début, non, pas du tout, parce qu'au début, tu te dis, «C'est bon, tu vois, j'ai réussi», tu es toute fière, tu vois? D'avoir réussi à trouver de l'énergie, «C'est bon, c'est good, je suis sur le bon chemin, ça va aller». Dès que tu rechutes mais en fait, le truc, c'est que c'est ce que je te disais, c'est que c'est vraiment sournois. C'est qu'autant la crise qui m'a permis de mettre un mot sur ce que j'avais, elle était balèze. Après, elles étaient plus petites
Et ensuite, ça a été vers la fin, je ne savais plus du tout comment m'arrêter en fait, comment Mmh. les arrêter. Et les phases de down, de up, elles étaient très courtes, de OK. plus en plus courtes. Mmh. Alors, au début, ça allait, tu vois. Au début, ça allait, c'était un mois, deux, ça va, et après, ça redescend, tu vois, ça allait. Mais c'est celle où moi j'ai fait appel à toi, vraiment, je pense, c'était trop court. Mes laps de temps de repos et de plénitude, elles étaient trop courtes. J'en pouvais plus. Vraiment, c'était trop, en fait. Et, et je me souviens qu'à l'époque, j'arrivais à trouver du bien-être. J'essayais de chercher des endroits où je me sentais bien et c'était que au boulot, dans mon boulot. Donc, Mmh. en fait, Oui. tu vois, tu trouves des subterfuges, tu vois, il y en a, ça sera peut-être le sport, tu vois, il y en a, ça sera l'alcool, il y en a, ça sera, j'en sais rien, n'importe le dessin, tu vois. Mais c'est juste des tout petits moments, tu vois, de plaisir. Tu sais, tu cherches la dopamine, tu vois. Mmh. Tu cherches les petits moments de plaisir, ceux qui vont t'apporter le truc où tu te sentais bien. Tu sais, c'est comme une sorte de drogue que tu cherches. Mais C'est c'est vraiment chelou. complètement ça. C'est complètement ça. Tu crées des addictions. Ouais. Pour justement essayer de trouver quelque chose qui te permet de rester en up et donc ça va être, bah, ça va être la drogue, ça va être l'alcool, ça va être le sexe, ça va être le travail, ça va être le téléphone à scroller puisque maintenant ça fait Hmm. partie des choses Ça aussi. addictives Hmm. et et c'est une manière de secours pour le cerveau de développer le manque de ces hormones-là parce qu'il y a trop le dessous de l'iceberg, qui est noir, il est trop fort. Alors tu peux compenser par des compléments, par des hormones, par des machins, mais finalement, c'est du pansement. Il suffit Hmm. juste d'oser aller bidouiller le petit truc là et tu auras plus besoin de tout ça pour être bien et pour avoir tes hormones équilibrées finalement. Ouais, bah, c'est ça, mais c'est exactement ça. Mais comme tu dis, le juste, c'est clair que c'est une action simple. Je mets bien des guillemets parce qu'en vérité, tu sais que derrière, déjà, tu as peur d'aller chercher toute la merde que tu as enfouie pendant toutes ces années, hein, faut être honnête. Parce que tu t'en as gardé des casseroles, des merdes qui ont fait qu'augmenter. En gros, vraiment, faut vraiment voir ça comme une poubelle. Mmh. C'est toutes tes émotions que tu estimais pas être les bonnes, que tu as enfouies, voilà. C'est juste qu'au bout d'un moment, bah, ça déborde, c'est ça déborde et là, tu t'arrives plus à l'arrêter. T'as nulle part où les jeter. Tu sais même pas où les jeter. T'as pas la déchette à côté. Ouais, tu pas le camion benne qui passe pour nettoyer, c'est Non, toi qui dois amener un camion benne. mm, Il vient pas tout c'est seul. ça. Il vient pas tout seul et sauf que tu veux pas y aller. T'as la flemme d'y aller ou t'as peur d'y aller. Tu sais pas où c'est. Vraiment, t'as un million de raisons de. Tu t'en trouves aussi un million de raisons de pas le faire. Après, c'est ce qui m'a fait prendre rendez-vous avec toi, c'est le fait que n'en pouvais plus en fait. Mmh. Ouais, J'ai vu c'était que ça. j'avais atteint mes limites je peux le faire seul Mmh. il me restait deux choix, c'est où je finissais en hôpital psychiatrique et je laissais mes trois enfants, ou je remontais la pente et je continuais à avancer mieux, tu vois. Et, Est-ce que tu te et rappelles qu'effectivement, comment? est-ce que tu te rappelles, justement au moment où on s'est contacté au début de l'accompagnement, comment tu te sentais? Où tu en étais par rapport à tes peurs? Quelles étaient les peurs dominantes? Quelles étaient les émotions dominantes? Les croyances qui t'enfonçaient, qui te dominaient? J'avais peur, vraiment, je répète, j'avais peur d'aller fouiller dans cette merde. Je sais pas pourquoi inconsciemment je savais que c'était plein de choses que j'avais enfouies, que j'avais pas. Après, c'était peut-être les vidéos que tu faisais qui nous expliquaient un peu le truc, tu vois, mais j'avais vraiment peur d'aller trifouiller la merde. Euh, J'avais en tête que je pouvais faire seule, que j'avais pas forcément besoin de quelqu'un pour me sortir de là. Même si quand on s'est appelé quand même, j'avais conscience que là j'avais besoin d'aide, parce que je pense que tu t'appelles pas si t'as pas cette prise de conscience. T'as pas, tu vois, si tu sais que voilà, les 2 ans j'étais encore dedans. T'as peur de pas y arriver aussi, de dire en gros, bah,
Parce que tu t'identifies quand même pendant 2 ans, tu t'identifies une fois qu'on a mis le nom dessus, tu t'identifies à ce truc-là, hein. Mmh. Tu, ça y est, en fait, j'ai un burn-out, en fait. Moi, j'étais persuadée qu'une partie de mon cerveau avait cramé et que je pourrais plus jamais revenir comme avant, en fait. J'étais Ouais, persuadée que ça y est, que j'avais, il y a certaines choses que je pourrais plus jamais refaire comme avant, qu'il y a certaines choses qu'il fallait que j'évite pour pas me remettre dans des colères comme ça, qu'il y a certaines choses qu'il fallait que j'enlève de ma vie pour pas. Après ça, c'est vrai qu'il fallait que j'enlève des choses de ma vie, mais c'était vraiment, ouais, vraiment ce concept de, c'est ce que je disais à mes copines, hein, j'ai une partie de mon cerveau qui a cramé. Je pourrais plus jamais le récupérer. Une partie émotionnelle, une partie, de d'empathie, je pourrais plus la récupérer. Une partie de réaction, je serais plus la même. C'est fini. J'étais persuadée de ça, que j'arriverais plus à retrouver mon calme, à être, la femme que je pensais être, tu vois? Ou que j'espérais être de toute façon. C'est cette femme, qui gère, qui est drôle, qui est calme, qui tu vois? Tous ces trucs-là. J'étais persuadée de plus pouvoir du tout, plus jamais l'être et la seule chose que je voulais, c'était juste ne plus me retrouver dans ces phases de crise de pleurs énormes. Tu sais, j'avais vraiment l'impression d'être dans des trous noirs mmh, et carrément. c'était la seule chose quand je suis venue te voir, c'était vraiment la seule chose que je pensais pouvoir enlever, tu vois? Mmh. Et justement, qu'est-ce que, parce que tout ce que tu me dis, ça me rappelle notre bilan, ça me rappelle tes craintes, ça me rappelle, voilà, le temps qu'on a passé pour que tu aies confiance en tes ressentis, que tu t'autorises à ressentir les émotions sans la peur de flancher et de tomber parce que, d'un coup, je ressens de la colère et voilà. Donc tout ça, ouais, je me rappelle de tout ça au début et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as eu, justement comme résultat suite à ce travail-là? Suite à notre travail ensemble? Qu'est-ce que j'ai eu comme résultat? Ouais. Hem, déjà, j'arrive à détecter les moments où je suis pas dans mes limites, largement avant de tomber dans le gros down. C'est-à-dire que, j'écoute beaucoup plus mon émotionnel et dès que je sens qu'il y a un truc qui me chiffonne, c'est tout de suite que je le dis et je mets les limites directes. Alors qu'avant, je serais restée dedans, je serais encore restée dedans jusqu'à péter un plomb et sortir les choses, de manière, très je le fais encore un petit peu, tu vois? Mais je suis moins dans le pic de colère, vraiment, c'était vraiment, vraiment balèze. Je 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 sais pas comment l'expliquer pour que les gens puissent comprendre à quel point c'était énorme ces crises de colère. Tu avais vraiment l'impression d'avoir un chien enragé, hein. Hem, donc déjà ça, c'est un truc énorme et j'ai vu qu'à chaque fois, en fait, mon curseur de «je connais mes limites» a évolué. Au début, c'était, quand je ressentais de la colère. Ensuite, c'était quand, non, au début, c'est quand je commençais à crier. Après, c'était quand je ressentais de la colère. Ensuite, c'était quand, je sentais que ça allait pas en moi et que machin et là, c'est vraiment, je sais que je mets tout de suite mes limites et que si tu les si tu les acceptes pas, heu, je sais tout de suite revenir, dans mon bon mood. Alors qu'avant, il y a une période où je pouvais être facilement emmenée dans le mood des autres, dans le mauvais mood des autres et cetera. Enfin, je sais pas si je suis très claire parce que je Pour suis moi, oui. encore ouais, Bah, en pour fait, les autres, ouais. c'est qu'aujourd'hui, tu arrives à prendre suffisamment de recul quand tu formules ta demande auprès de l'autre pour que si la Mmh. demande n'est pas acceptée, tu ne sois pas en réaction de colère, Ouais, mais c'est ça. plutôt Ouais. dans ton calme et de dire: «Bon, bah, OK, là, je vois que tu es pas d'accord, je vais pas m'énerver, mais par contre, là, je suis en capacité de parler avec toi pour qu'on trouve une solution». Mmh. Exactement et ouais, exactement. C'est exactement ça et quand ce sont des personnes avec qui je ne peux pas parler, donc mes limites sont atteintes et cetera, ce que j'apprécie, c'est que j'ai les outils, qui me permettent d'avoir les idées plus claires, de prendre de la distance et de me dire: «OK, tu vois, c'est pas elle, c'est pas moi,
elle a son avis, j'ai mon avis, tu vois? Il y a Mmh. juste que je mets les distances. C'est plus elle qui va me tu vois, qui va me choper Mmh. dans son énergie et c'est plus, et j'ai plus parce qu'en réalité, je me suis rendu compte qu'une bonne grosse partie de mon burn-out, c'était dû au fait que je disais toujours très souvent «oui» à contre-cœur, déjà, ça, c'est la première chose. De 2 qu'il fallait que je me montre comme étant la femme parfaite, qui gère tout, qui machin, qui truc, qui bidule, et que j'avais aussi ce besoin d'être, toujours là pour tout le monde au même moment, truc impossible, mais dans ma tête, c'était comme ça. Donc et qu'en plus, j'absorbais souvent les mauvaises énergies des autres. Donc en plus des miennes et de mes émotions que j'arrivais pas à gérer, j'absorbais celles des autres. Le truc, tu finis, Surcharge. tu bah, ouais, ça tu mais sur mais quand tu es dans ton quotidien et que tu sais pas ça, Bah, oui, tu peux quand tu pas pas conscience, tu peux pas bah, non, agir. bah, non et tu peux pas mettre des mots dessus, tu peux pas le tu tant que tu comprends pas le processus, bah, tu sais pas et tu restes dedans, en fait et tu te dis juste que c'est normal puisqu'en plus de toute façon, tout le monde te dit que c'est normal. Et oui. Tu vois? Ça m'énerve ce mot normal. Il m'énerve. Maintenant ce mot normal, il m'énerve vraiment, clairement, il m'énerve. C'est un des points, tu vois, que je dois tu sais, je vais utiliser un de tes outils pour que ce mot-là m'énerve moins. Même si je me sens en colère quand j'entends que tout est normal. Exactement, exactement. Dans Ce mon n'est pas adage. normal. Mais ouais, mais carrément. Mais et donc voilà, donc maintenant je prends énormément de distance. Je sais que j'ai encore des moments où je peux me mettre en colère, mais c'est pas du tout les mêmes colères et j'accepte ma colère. Je vais la travailler, je vais la comprendre, je vais machin. Je pose mes limites cash, ça y est, c'est voilà, je suis pas d'accord avec ça. Après, j'ai peut-être pas forcément les bons mots encore, mais c'est OK pour moi et je travaille dessus et je sais prendre conscience quand c'est bien fait ou quand c'est mal fait et et je suis plutôt fière de moi de l'avancer, tu vois? Après, c'est clair que je suis pas le Dalaï Lama, hein, j'arrive pas Bah, en non, mais disant: «Bon», tu vois? et dans les résultats, justement, ce que je me demande par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de cette croyance, de cette certitude que tu avais vraiment cramé des choses dans ton cerveau et qu'il y avait des choses que tu ne pourrais plus faire et cetera. Comment ça a évolué toutes ces croyances par rapport au truc de: «Je me suis cramé le cerveau, je me suis cramé les émotions»? Alors déjà, le jour où j'ai osé te le dire, tu as tout de suite cassé cette croyance, tu vois? En me disant: «Mais non, mais ton cerveau, il se régénère, t'inquiète pas, enfin, il s'est rien passé dans ton cerveau». Neuroplasticité, la Bah ouais, neuroplasticité. exactement, donc déjà rien que ça m'a rassurée parce que j'étais vraiment dans l'idée où ça y est, en fait, j'avais cramé des neurones, j'avais cramé une partie émotionnelle et non, tu m'as juste dit: «Bah non, en fait, ça va se régénérer, t'inquiète pas, c'est juste que tu es en train de replacer tes trucs» et du coup, j'ai plus du tout cette idée en tête. Je suis juste en train d'accepter le fait que je réapprends à me respecter, qu'il y a un grand, grand chemin de respect de moi-même et d'apprentissage de m'aimer moi qui a déjà été fait, mais que j'ai encore plein de choses à apprendre et voilà et que c'est OK, tu vois? Heu Là, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour où je me suis pris un mur et ça, c'était resté dans ma tête, c'était la date anniversaire de mon burn-out, c'était la rentrée et donc j'avais fait 2 rentrées sans toi où c'était horrible. J'ai fait une rentrée avec toi, donc en étant dans ton accompagnement où vraiment j'ai vu la différence, où j'ai lâché, j'ai accepté, même si j'avais encore des pensées, je savais que tu étais là pour m'aider. Et pour me replacer, donc on avait fait, des séances avant, des séances après et puis j'étais quand même sur WhatsApp, donc c'est cool de pouvoir te dire: «Là, ça va, là, ce qui s'est passé et cetera, machin», et que tu me dises: «Voilà, tu peux utiliser tel, tel, tel outil que tu as dans ton truc» ou tout simplement que tu me replaces dans mes idées et que tu me rassures sur le fait que c'était OK de vivre ça. Ça, c'était top et ensuite cette année, j'ai décidé de le faire toute seule comme une grande. On dirait que je rentre en CP. En sixième, voire en Ouais. seconde, hein, je dirais Ouais, aujourd'hui, hein. ouais, ouais, je suis d'accord. Quand Ouais, même. ouais, ouais, je suis d'accord et franchement, j'étais fière. Après, j'avoue que j'ai aussi choisi le bon moment parce que, cette rentrée, je connaissais personne, je connaissais pas les mamans et cetera. Donc ça m'a enlevé cet état d'esprit de culpabilité dès que je les entendais parler et cetera.
Donc je pense que c'était aussi le bon moment pour le faire. Toute la gestion administrative qui me faisait complètement flipper, cette année, je l'ai plutôt bien gérée. J'ai même pas délégué à mon mari et d'ailleurs, pour info, l'année dernière, j'ai appris ce que c'était que le vrai lâcher prise grâce à toi et grâce à cette rentrée. Ah, j'oublierai jamais ce moment-là. Ah ouais, Mais c'était Khadija, incroyable c'est pour moi. ça le lâcher prise? C'est ça ce Mais truc que je ressens que je comprends pas? ouais, grave. C'est ça ce truc où vraiment tu sais que tu t'y penses plus, il est plus dans ta tête. C'est trop bien. C'est incroyable. Franchement, le jour où j'ai compris ça, c'était vraiment incroyable. Même ça, tu vois, c'est rien que ça, c'est rentrer, sortir du burn-out, tu vois, comprendre ce que c'est que le vrai lâcher. Parce que moi, c'est ce que je te disais, pour moi, lâcher prise, c'est de voir la tasse et de se dire non, je ne la rangerai pas. Elle restera là. Tu vois? C'était moi, c'était ça lâcher prise, tu vois, pour moi. C'était lutter contre moi-même de ranger un truc, tu vois? Je garderai le bordel, je garderai le bordel. Non, c'est pas Alors ça qu'en lâcher fait, prise. tu m'as appris que c'était pas ça. Et tu m'as appris ce que c'était que le vrai sentiment et le vrai truc. C'est-à-dire vraiment cette sensation, même pas cette sensation, puisque c'est que en t'expliquant le truc que je me suis rendu compte que cette tâche, je ne l'avais plus en tête et que je m'en suis pas préoccupée. Et là, du coup, je sais ce que c'est vraiment le lâcher prise. Alors qu'avant, je savais pas. Je sais plus pourquoi je disais ça. Donc, pour en revenir à cette rentrée, donc beaucoup moins de stress. J'ai ressenti des petits pics de colère hein, quand même quand le stress arrivait. Mais j'arrivais tout de suite très rapidement comparé à avant, tu vois? Je sais pas vas-y 20 minutes à revenir en moi, à me recalmer, à retrouver mes esprits, à pas rester sur cette colère toute la journée et qui dure, qui dure, qui dure même pendant des semaines et des mois, tu vois? Parce que c'était ça en fait avant. Mmh mh. Donc là, j'ai plus. Je peux revenir. Je peux revenir, je peux me mettre en colère, mais je peux revenir. Je peux revenir en me disant: «OK, ça, j'aurais pas dû le dire. Ça, c'était mal dit. Ça, je referais différemment. Ça, c'était dû à mon truc et ça, c'est parce que tu as pas respecté ce que je t'ai dit», tu vois? Ah. Et je suis humaine et c'est complètement OK que j'exprime mes Mmh. émotions et que je ne sois pas la personne parfaite Exactement, qu'on s'imagine. Ah oui. exactement. C'est juste que maintenant, j'arrive à revenir à mon état de neutralité comme tu nous as appris, pour pas rester et pour en fait, c'est comme si tu sais, tu avais déjà fait cette expérience avec le fil et le bicarbonate? Vas-y, raconte. En fait, tu trempes un fil, je crois et tu mets de l'eau sous un verre avec du bicarbonate et en fait, les atomes de bicarbonate s'accrochent au fil OK. et jour après jour, en fait, ça augmente et ça devient de plus en plus gros et ben pour moi, la colère, c'était ça. C'est-à-dire qu'au Ouais. début, c'était juste des petits trucs et en fait, plus je la comme si je la nourrissais, tu vois? Et plus ça grossissait et plus ça devenait ah ouais et là, c'était mort, Tu tu deviens vois? Hulk. Ah ouais, non, mais c'est clairement, c'était ça, tu vois? Clairement, c'était ça, mais ça allait par alors que là, le fil, je vois qu'il y a des petits pigments, mais c'est comme si j'arrivais à le secouer rapidement en disant: «Oh, c'est bon là, en fait, je suis bien. Mmh. J'accepte ce que j'ai vécu, je suis d'acc je j'ai le droit d'être en colère, j'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, personne n'a respecté ce que j'avais dit, certaines personnes sont venues dans mon espace et je suis pas d'accord à ce qu'ils viennent dans mon espace, surtout pour me dire de la merde et je remets les choses dans leur contexte. En gros, quand je fais ça, quand c'est tel moment, tu me laisses tranquille, en fait et c'est mon espace à moi, surtout dans ma première rentrée où je fais ça toute seule, s'il te plaît, laissez-moi tranquille, en fait. Laissez-moi gérer le truc comme je l'ai en tête et il y avait un autre truc qu'on avait détecté à ma rentrée avec toi et c'est là où j'ai trouvé ça encore plus challengeant, c'est que tu te souviens quand on avait fait l'hypnose, le fait d'avoir 3 enfants, dans ma tête, il fallait que je sois avec eux tous les 3 et que je pouvais pas me décupler et que c'était vraiment culpabilisant pour moi et je vais être avec toi, mais je vais être aussi avec toi, mais je vais être aussi avec toi, alors que c'était impossible. Il y en avait un à la crèche, un en maternelle et un en primaire, des trucs, impossibles et cette année, bah, du coup, j'ai fait exactement ce qu'on a fait, le même truc, la visualisation de comment ça allait se passer et cetera, machin. J'ai accepté le fait que je serais peut-être avec le petit parce que c'est sa toute première rentrée. En plus, il faut comprendre que là, c'était vraiment une première rentrée pour tout le monde parce qu'il rentrait dans une nouvelle école en plus. Ouais, Ma tu as fille changé rentrait de en ville, tu as primaire. Ouais, déménagé. exactement et puis on les a changés aussi de nouveau d'école. Hem, donc vraiment, c'était vraiment une grande rentrée pour tout le monde. Mon dernier est rentré à la maternelle, ma cadette est rentrée en primaire
et l'autre, c'était vraiment une nouvelle rentrée, il connaissait vraiment personne nulle part pour tout le monde. Donc c'était aussi stressant pour vraiment tout le monde, les crises de pleurs, les «Je veux pas y aller», le «Je connais personne, mais pourquoi tu m'as inscrit dans cette école?» Le fait que, bah, ma cadette, elle a essayé de faire la femme forte en disant: «Oui, je suis super heureuse» et que, au bout d'un week-end, c'était les crises et que tu acceptes et que tu lui dis: «OK, c'est bon, je comprends. Là, je pense que tu as juste pris un peu trop sur toi, que tu» elle me dit: «Oui maman, c'est vrai, j'ai menti, j'ai dit que j'étais heureuse et je l'étais pas». Alors ce que Waouh! je te conseille, c'est de dire tous les jours que quand ça va pas, parce qu'après ça finit comme ça, tu vois? Fais pas comme maman, hein? Donc voilà, donc je suis heureuse aussi d'une certaine manière de réussir à détecter chez eux, tu vois? Et je pense qu'en étant émotionnellement moi aussi mieux, fait que du coup, bah, j'arrive de plus en plus souvent aussi à gérer leurs crises à eux, Mmh. tu vois? Parce qu'émotionnellement, moi du coup, quand je sens qu'émotionnellement ça va pas, je sais que je préfère déléguer au papa. Là, moi, ça va pas, j'ai besoin d'aller, souffler, ça va vraiment pas. Donc ça sert à rien, je vais pas gérer. Mais quand ça va, c'est plus facile pour moi de leur dire: «OK, bah, je comprends ta crise, je sens que ça va pas là. Là, tu trop gardé en toi, vas-y, lâche. Pleure, crie, tape par terre, juste me tape pas. Mais mais là, je suis là» et tu sens que c'est un truc, tu vois, quand j'étais en mode burn-out, c'était impossible. Vraiment impossible. J'étais émotionnellement trop chargée, c'était pas possible de les accepter eux dans leur Beh, chargement, tu vois? et oui, comment si déjà toi tu arrives pas à gérer les tiennes et que tu as peur des tiennes et que tu sais pas comment les exprimer, tu peux pas aider, devenir aidant pour quelqu'un, que ce soit un enfant ou un Exactement. adulte, mais encore plus un enfant qui lui a besoin qu'on l'accompagne et qu'on l'aide à Et faire ça. qu'on le fasse lâcher, on lui dit: «C'est bon, tu peux lâcher ton émotion, tu peux y aller là, maman elle est là». Et ça, en fait, c'est pareil, on te dit: «C'est normal de crier sur son enfant, c'est normal que tu supportes plus les cris, c'est normal que machin», alors que, bah, en fait, c'est peut-être parce qu'on a un taf à faire sur nous, tu vois? Mmh. Peut-être que tu es en burn-out et que là, tu es aussi au niveau de saturation de tes émotions que tu as trop gardées. Mais ça, c'est pareil, tu vois? C'est encore le mot normal Mmh. qui fait qu'on pense que nos émotions, nos crises, nos colères, nos cris, sur nos enfants sont logiques, alors qu'effectivement, c'est un trop-plein émotionnel, qu'on est peut-être ou à la limite du burn-out et je pense que très souvent ceux qui se disent être à la limite du burn-out, maintenant que maintenant que je suis en train d'en sortir, réellement, je pense que, quand je disais à l'époque que j'étais à la limite du burn-out, en fait, j'étais dedans. Mmh. Oui, ça a été ma 1re leçon, quand j'étais allée voir le psy parce que j'avais des idées noires et je lui ai dit: «Bah, je crois que je suis pas loin de la dépression». Il dit: «Tu en plein dedans, quoi». «Quoi?» Ouais, Il fait: «Oui, tu t'effondres devant moi, tu as des idées noires, tu es en dépression». Et là, j'ai dit: «Ah mais c'est ça» et en fait, ça m'a enlevé la peur, moi. J'ai dit: «Ah mais en fait, c'est ah, ça la dépression, il y a pas plus au fond?» Il fait: «Beh» et là, il m'a répondu un truc super intelligent, il était génial ce psychiatre. Il m'a dit: «Bah, est-ce que tu n'estimes pas être déjà assez au fond? Est-ce que pour toi, c'est pas là le fond finalement?» mmh, «Non?» Je fais: «Ah bah oui, si je peux éviter d'être plus au fond, ce serait bien». «Bah, c'est ce que tu es en ouais, train de faire là. Tu demandes de l'aide parce que tu veux pas aller plus au fond». Donc voilà, c'est même ça. sur la profondeur de notre down, on Ouais, a ce pouvoir de décision de dire, en ouais. fait, c'est pas le down qui décide de la profondeur du puits, c'est toi qui décides du moment où tu ne veux plus aller plus bas que ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Bah, ouais, c'est ça. C'est toi, tu décides de que tu veux plus aller, ouais, c'est exactement ça. C'est ça Exactement, ouais. et ah, il Mmh. a été super pertinent ce psychiatre. Mmh. Dommage qu'il est en métropole parce que j'irais bien le voir en ce moment. Ah bah, il y a peut-être des visios? Va savoir. Je vais regarder et petite parenthèse et et du coup, ouais, par rapport, à toi. Donc là, oui, c'est tu nous as donc dit un peu tout ce qui a changé par rapport à tes différentes rentrées scolaires, également par rapport à ta relation avec tes enfants. Qu'est-ce qui a changé aussi par rapport à l'image que tu as de toi, ce que tu te dis de toi, de comment tu te perçois maintenant? Là, je pense que je suis encore dans un travail. Il y a énormément de choses qui ont évolué. Je me disais
j'étais persuadée d'accepter d'être différente, d'accepter d'être, imparfaite, alors que je faisais dans les actes tout le contraire. Mais vraiment. C'est-à-dire que, j'étais la première à dire, qu'on est imparfaite, que c'est OK et cetera, alors que dans mon quotidien, je faisais tout pour être la super copine, je faisais tout pour être la super maman. Pour tout gérer, pour tout faire, je faisais tout pour être la salariée la plus performante. Je faisais tout pour être, la coach la plus performante. Voilà, je faisais tout. Ça, j'y travaille encore. Dans ma vision de moi-même maintenant, disons que l'acceptation d'être imparfaite est un peu plus réaliste. D'accord? Ce qui fait que du coup, bah, j'accepte que, bah, ouais, un jour j'ai envie de gueuler, j'ai besoin de gueuler et ça fait partie de ma colère et il y a peut-être d'autres moyens, pour l'exprimer. Là, pour le moment, effectivement, c'est comme ça. Après mes cris vont pas durer des mois ou des heures, ça va durer 30 secondes et ça va passer. Mais mais voilà. Après, il y a aussi le fait que, bah, quand il y a des échecs, ça m'a appris aussi à relativiser l'échec. J'apprends encore, hein, parce que j'ai encore eu, quelques échecs là qui m'ont mis dans le down, mais c'était pas un down, mais j'accepte ce côté, je descends pour mieux remonter. Qu'est-ce qui te permet de l'accepter aujourd'hui selon toi? Et Parce pas que d'en je sais que ça avoir fait peur? partie du truc maintenant. Mmh. En gros, avant, pour moi, une vie heureuse, c'était une vie où il y avait jamais de problème. Parce que, tu vois, tu toujours un peu tu vois, c'est ça que j'aime pas dans cette société, c'est que on te fait idéaliser la vie de famille et la vie d'adulte. Tu vas gagner de l'argent, tu vas avoir un appart, tu vas avoir une voiture, tu vas avoir machin, un chien, machin. On te fait idéaliser un peu tout ça. Au moment où tu as des merdes, on te dit: «Mais attends, mais c'est normal», alors qu'il y a rien de normal. Mais on t'apprend pas que ce qui est véritablement normal, c'est de vivre avec ces trucs-là et de les accepter. C'est ça la normalité, c'est pas le fait que tu aies des cacas et que tu hurles et que tu pètes des câbles. C'est pas le fait que tu penses qu'il faut que tu atteignes une vie droite. C'est le fait que tu acceptes que machin et ça, c'est avec ton accompagnement et d'autres, machins, que je comprends ça et que maintenant j'accepte cette vision du monde et ce truc-là. Mais dans ces vagues-là, il y a 2 lignes aussi, tu vois? C'est pareil, mais sauf que ma vision de la vraie réalité, elle est différente. C'est mes objectifs à moi et la vision du bas, c'est mes limites à moi. Il y a autre chose en C'est toi plus qui a changé, que tu as pas conscience et que je viens d'entendre vas-y? et qui fait que je souris. Tu as utilisé plusieurs fois dans ton explication le mot «accepter» et au début de l'accompagnement, tu ne comprenais pas ce que ça voulait dire d'accepter les choses. Alors et accepter les choses, je t'avais répondu, du coup, tu vas pouvoir me dire si c'est vraiment comme ça maintenant que tu le vis. Pour moi, accepter les choses, c'est considérer les faits tels qu'ils sont, ne pas se mettre en conflit avec et les prendre en considération dans tes décisions. Dire: «OK, je passe une période de merde là. OK, bon, je vais prendre en considération le fait que je suis en période de merde, que du coup j'ai plus de fatigue, que j'ai plus de stress, que j'ai plus de colère et du coup, vu que je le considère, je vais pas le subir. Je vais agir et modifier des choses pour que ça m'enfonce pas». Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors que pour moi, accepter avant, c'était égal subir. Mmh, Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que voilà. le fait d'accepter, c'était de se dire: «Bah, ça fait partie de la vie, on doit faire avec, ferme ta bouche, et avance». Alors qu'effectivement, maintenant, c'est plus j'irai encore plus loin dans le mot accepter, c'est j'accepte de passer cette vague, sauf que je l'accepte tellement de passer cette vague, c'est que cette vague, je vais apprendre surtout à chaque vague, j'apprends à surfer dessus. Il y a des vagues où je vais tomber, tu vois? Mais je vais réussir à m'en relever parce que maintenant j'ai les outils, les tiens et ceux des autres, pour m'aider à m'en relever et je vais en tirer des apprentissages, alors qu'avant je les subissais, je me prenais des grosses vagues dans la gueule, j'arrivais plus à respirer, je coulais et ça m'a enfoncée jusqu'aux crises de burn-out qui étaient vraiment très profondes et complètement noires. Là, même si je coule, je sais que je vais remonter et rien que d'avoir cet espoir au fond, rien que d'avoir cette certitude,
C'est pas un espoir, c'est une certitude. Au fond, je me laisse couler. Je me laisse couler pour apprendre de ce que ce truc-là doit m'apprendre. Avant, c'était impossible. C'était impossible. C'était quoi? Ça va pas ou quoi? Déjà, il faut que tu sois une femme forte. C'est impossible. Tu te relèves direct, en fait. De quoi? Qu'est-ce que tu. De quoi? Même malade. Tu te souviens, je me rappelle, je comprenais pas pourquoi. J'étais dans cette phase d'apprentissage de je comprends pas ce qui se passe quand je suis malade. Personne ne peut s'occuper de personne. Il n'y a que moi qu'on appelle. En fait, je me suis rendu compte que c'était moi qui m'étais donné cette posture-là. Inconsciemment, hein. Je l'ai pas fait exprès. Je suis pas débile à ce point, tu vois. Non, mais mais dans le sens où, en gros, je m'étais donné cette posture de je suis la sauveuse, c'est moi qui suis Mmh. toujours là, qu'est-ce qui se passe, machin. Mais si je fais pas ça pour vous, je suis qui, moi? Mmh. Et Et en oui. fait, maintenant, je comprends que cette posture-là, c'est pas que je dois avoir cette posture-là, c'est que je dois me détacher de cette posture pour leur dire, en gros, bah, je vous apprends à vous occuper de vous. Je suis là pour vous accompagner et vous apprendre à vous occuper de vous. Maintenant, moi aussi, je dois pouvoir m'occuper de moi pour que je puisse mieux m'occuper de vous. Alors qu'avant, c'était non. Il fallait que je sois dans le sacrifice. Je vais pas chez le docteur, j'ai le truc bloqué. Mais non, tu peux pas y aller, tu as des enfants à gérer. Tu vois? Tu peux pas y aller. On verra ça après. Vas-y, mets du baume, mets du baume, mets du Biospeed, du Voltaren, c'est bon, ça va mieux. Tu fais quelques étirements, c'est bon. Donc voilà. Et tu disais aussi au début que tu t'étais identifiée au burn-out du fait que tu l'as fait toute seule pendant 2 ans et que du coup tu t'es identifiée par rapport à ça, avant l'accompagnement. Aujourd'hui, c'en est où cette identification? Je pense que de temps en temps, il y a encore, heu, parce que je le dis, tu vois, j'ai fait un burn-out. Ou quand, je sens que ça peut monter, je dis que je sens les symptômes du burn-out arriver. Mmh. Par contre, vu que je veux m'en détacher, Mmh. je mets les actions plus rapidement en place pour pas que ça arrive. Mmh. Donc je pense que je suis dans le processus du détachement de cette image-là et je suis en train d'enlever, tu sais, en gros, c'est comme si tu avais un masque, mais tu arrives pas à tout enlever direct, tu vois? Ouais. Alors, Il y a parce des que trucs que tu grattes. dans ce que tu me dis aujourd'hui, dans ta manière de te percevoir, s tu ne t'identifies pas au burn-out. Aujourd'hui, tu utilises le burn-out comme repère. Ouais, c'est ça. Là, comment tu le dis, c'est un repère, c'est plus une identification. Tu vois? Tu en es pas à dire: «Je suis sur le burn-out, là, au secours, en alerte». OK? Là, c'est comme si l'identification, c'est le burn-out, il est à l'intérieur de moi, il est là, il est dans mon ADN, il est dans ma peau, il est dans ma tête, il est dans mes pensées, il est partout. Là, c'est devenu un repère parce qu'aujourd'hui, il est à côté de toi. Tu es d'accord avec ça? Ouais, c'est vrai. Donc Ouais, c'est vrai. c'est et alors, c'est du coup, à quelle distance tu veux le mettre de toi pour qu'il reste un repère comme une émotion? La peur, c'est une émotion qu'on doit garder à côté de soi. On peut pas être sans peur, c'est dangereux pour nous. Le burn-out, c'est le même titre que la peur, ça peut être un repère pour toi, parce que si tu l'as plus, ça peut être dangereux, parce que ça va du coup, tu ne vas plus faire autant attention à tes limites, à ton estime et cetera et à Bah, ta j'aimerais bien, confiance. moi, mon objectif, c'est que j'aimerais bien que ce soit plus le mot burn-out, mais Mmh. les mots limites, Mmh. en disant: «OK, là, tu as atteint mes limites». Donc c'est ça, en gros, je voudrais, parce que le burn-out, ça regroupe énormément de symptômes dont je me souviens et dont je ne veux plus, et c'est pour ça que je te disais que je m'identifie encore un petit peu, dans le sens où, en gros, j'ai encore peur de tous ces symptômes, et j'aimerais bien, en fait, les détacher et de dire, en gros: «Là, tu as atteint mes limites, là, tu m'as mise en colère, là, tu machin», que tu vois, que je sois vraiment un peu, bah, dans un mode, classique. Je vais pas utiliser le mot normal. Mmh. Un Dans un mode classique. Le mode classique de je connais mes émotions, je sais mon truc, j'ai plus besoin de tout mettre dans un sac qui s'appelle le burn-out Mmh. pour pouvoir, vivre. J'en suis pas encore à là. Petit à petit, je sens qu'il y en a quelques-unes qui se détachent.
Par exemple, la colère, les limites. Mais il y en a encore d'autres qui ne se détachent pas et que j'aimerais détacher de ce sac. Pour moi, c'est un sac, voilà, D'accord, OK. qui commence à... mais qui est toujours là. OK. Ce sac, bon, je sors un peu de l'interview, mais on me refait pas. Ce sac, là, quand tu le vois, tu l'as mis dans ta main, c'est-à-dire qu'il est vraiment à côté de toi et qu'il est là? Il a quelle taille? C'est un petit sac de lingots d'or ou c'est une Là, ouais, balle? là, il est beaucoup moins gros qu'avant. Avant, c'était vraiment un gros sac poubelle, genre 50 litres, qui débordait. Là, c'est vraiment un truc genre une poubelle de toilette, tu vois. OK, c'est déjà bien et à Mm. quelle distance elle est, de toi cette poubelle, Elle est Ça dans ton dépend des moments. ça dépend des moments, OK. Franchement, ouais, ça dépend des moments. Il y a, là, il y a des, bah, un peu comme, comme quand tu es dans la phase de déni, hein, des moments où tu n'y penses absolument pas et dès que tu sens que, voilà, là, elle revient de temps en temps et elle peut être à une... Quand j'arrive à détecter les symptômes rapidement, quand je dis les symptômes, c'est, par exemple, tu vois, quand je détecte que c'est de la colère et que tu as atteint mes limites, ce sac n'apparaît absolument pas. Mmh. Euh, et après, il y a quelques autres émotions où je vois le sac arriver et que je me dis là, c'est le burn-out. OK. Donc c'est un repère, c'est pas une identification, Khadija. Ok, tant mieux, tu vois. Tu m'enlèves C'est ça. encore des croyances limitantes. Bah oui. Ça veut dire que là, tu es en réaction émotionnelle par rapport à quelque chose qui te ramène à ce burn-out. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a une situation où, bah, tu n'as pas encore, pu trouver la solution et c'est totalement normal parce qu'on fait une chose après l'autre dans la vie. Exact. Il y a Ouais, que le pansement que tu arraches d'un coup. Mais la oui, cicatrisation, elle se fait tout doucement. Elle se fait la peau, tu as le facial, le muscle, et cetera, selon la profondeur et la blessure du burn-out, c'est très profond. Donc, faut mm, respecter les couches. oui, Donc, c'est un repère. OK. d'accord. Ouais. Non, non, mais ça me Hem, rassure aussi, tu vois, ça m'enlève un truc. c'est ça, c'est le but. C'est pour ça que Ouais. j'ai pas laissé passer et que je suis un peu sortie du Ouais, cadre, mais t'as bien fait. pour les 5 minutes. Parce que voilà, tu vois, c'est juste, une manière d'imager, de poser les mots, juste pour faire changer la perception et du coup, bah, ça enlève de la crainte qui est juste liée au fait que, bah, tu découvres que c'est inconnu, que c'est apprendre, que c'est de l'apprentissage, en fait. Donc, bah, il y a un peu de crainte, c'est normal, on a tous de la crainte quand on apprend. Et là, de dire: «Bon, bah, ah, au fait, c'est ça. Bon, bah, du coup, bah, vu que maintenant que je sais ce que c'est, que je comprends ce que ça veut dire et que je sais qu'en plus, je suis en capacité de gérer le truc, c'est OK». Mm. Mmh. Merci. Je suis très Non, mais curieuse. c'est cool, ça, tu vois, tu m'enlèves encore une croyance limitante en pensant que j'avais encore, tu vois, j'avais en tête que ce masque, j'arrivais encore, il y avait encore des petits morceaux, alors que non, finalement, non, c'est pas ça. Tu vois, donc, non, je suis contente. Ça veut dire que je m'identifie plus à ça. Et ça, c'est cool. Mmh. J'en ai En tout cas, il y a pas le chemin qui est en train de se faire, tu vois. c'est ça. Voilà et puis comme tu as fait le travail là pour ton sac qui est devenu une poubelle, tu pourras faire pareil par rapport au masque. C'est-à-dire que le Mm. masque, tu es pas obligé d'attendre qu'il finisse de se casser pour l'enlever, pour le mettre à côté Ouais. et tu peux le mettre à côté et le regarder se casser. Si tu Mm. fonctionnes avec les images, tu peux t'amuser avec ça. Ouais, mais je fonctionne beaucoup avec les images, ouais. Et dire: «Tiens, c'est quoi qui se casse? Bah, attends, je verrai mieux de toute façon si déjà je l'enlève et je le regarde». Mm. Enfin voilà, des petites idées comme ça qui viennent. Bon, bref. Heu, Dernière question pour clôturer un peu cette interview. Hem, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, après avec le recul que tu as, comment tu as traversé tout ça, qu'est-ce que tu dirais à une personne, bah, qui est le toi de l'époque? Et qui pense, bah, justement qui voit que c'est compliqué, qui a encore un peu cette croyance de: «Je vais m'en sortir toute seule». J'ai pas encore fait tout ce que je pouvais faire toute seule avant de me dire que je vais oser demander de l'aide, mais qui voilà, qui est dans ce même contexte. Franchement, c'est compliqué. Je vais être complètement honnête avec toi. J'ai une amie à moi qui est en burn-out et je savais pas quoi lui dire. J'ai essayé de lui dire, alerte, tout ce que tu vas essayer de faire, ça va pas marcher. Donc prends soin de toi maintenant.
Sauf que cette phase de déni, elle est tellement puissante qu'au final, en gros, j'ai limite l'impression que dans le burn-out et dans beaucoup de choses qui touchent l'émotionnel, tu es obligé de passer par toutes ces phases-là pour aller demander de l'aide et en même temps, j'ai envie de leur dire: «Écoutez-vous et s'il vous plaît, vraiment cette phase de down, quand les phases de repos sont courtes, c'est tellement horrible que je ne le souhaite à personne». Parce que les phases de down sont beaucoup plus longues et les phases de repos sont où on se sent euphorique sont beaucoup plus courtes et on s'accroche à des trucs qui sont de plus en plus pourris et qui peuvent plus nous détruire que de nous aider. Et vraiment, le dernier point sur lequel j'aurais envie de dire, c'est tous ceux qui vous disent que d'être fatigué, c'est normal. Le mot normal, là, me semble vraiment par les trous du pif. Il faut vraiment arrêter. C'est pas normal de se sentir aussi fatigué. C'est pas normal de se sentir autant en colère. C'est pas normal d'avoir cette sensation d'être tout le temps, dans ses pensées, de pas réussir à reposer son cerveau. Tout ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal et je pense que plus des personnes comme toi, arriveront à le dire sur les réseaux, plus on comprendra et peut-être plus la limite de l'appel à l'aide sera courte. Tu vois, c'est exactement l'exemple que je te donnais avec le harcèlement scolaire. Quand j'ai vu les limites qu'ils te donnaient à l'école pour le harcèlement scolaire, en gros, mon fils a fait de il a subi de l'harcèlement scolaire l'année dernière et quand j'ai alerté l'école, ils m'ont dit: «Mais nous, on l'a pas vu, parce que nos points d'alerte, c'est, si l'enfant est isolé et tout». Je lui dis: «Mais si l'enfant est isolé, c'est qu'il est à la limite de se suicider. C'est pas une alerte ça, c'est qu'il essaye et c'est presque la fin, en fait». C'est clair. Et c'est là où pour moi, tu vois, le fait que toi t'en parles, que des d'autres personnes qui en parlent et qui nous montrent que, bah, qu'on peut avoir des limites plus courtes, peut nous faire ça parce que je l'espère à personne ce que j'ai vécu, hein. J'espère vraiment que toutes celles qui sont dans ce qu'elles estiment être à la limite du burn-out, se rendent compte que c'est maintenant qu'il faut le traiter. Mmh. Et si dans les personnes qui t'écoutent, qui nous écoutent, qui nous voient, il y a une personne qui est en train de se dire, «Est-ce que je demande de l'aide ou pas? Est-ce que c'est le moment ou pas?» Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Bah, que de toute façon, après, il faut aller voir directement un psy, hein. Ça sert à rien de passer par un généraliste. Le généraliste, il a tellement d'autres pathologies à voir et puis il a tellement de gens dépressifs, ou de gens fatigués, que la seule chose qu'il va vous préconiser, c'est des vitamines et cetera. C'est pas son métier, le mental. Le généraliste, le mental, c'est pas son métier. Hem, à partir du moment où tu as besoin d'aide, tu as plein de numéros, où tu ressens que tu en as besoin, fais-le. Se poser 1 million de questions, c'est justement laisser, ce déni rentrer et l'explosion arriver Et et ça, selon c'est dommage. toi, à quel moment c'est le plus opportun pour commencer de travailler avec l'accompagnement tel que moi je le fais? Pour moi, à partir du moment où les mots «je suis à la limite du burn-out» arrivent, c'est que tu es dedans et c'est là où tu dois rentrer dans le processus. Mmh. Parce que toi, ce que tu nous apprends, c'est à comprendre les racines de pourquoi est-ce qu'on allait justement, on pense être à cette limite du burn-out alors que pour moi, très clairement, on y est, hein. C'est c'est juste que c'est devenu une expression, tu vois, le C'est vrai. truc. Hem Et effectivement, ça t'évitera très probablement de rentrer dans le burn-out profond. Tu sais, pour moi, le burn-out, il a des niveaux, en fait. Mmh mh. Burn-out, il a des niveaux et c'est un peu comme quand tu as un cancer. Tu as, le bénin, celui où, voilà, tu es malade, tu as le cancer, mais il peut être guérissable et tu as celui Tout à qui est, fait. généralisé. Bon, après pour moi, le généralisé, c'est quand tu as vraiment Tu as suivi tes addictions et plus que le fait de vouloir vraiment t'en sortir et pour moi donc ce truc-là, il a des ce burn-out, il a des niveaux et si tu arrives à le choper au niveau, 1, c'est top et effectivement, c'est clair que tu peux l'aider à aller
Ce que j'ai apprécié, c'est ça qui est important aussi, c'est que dans ton accompagnement, en plus du fait qu'on trouve la racine de notre burn-out, vu qu'on travaille sur nous essentiellement, tu nous fais revivre, en fait. Tu sais, c'est comme si c'était un tu re c'est pour moi, ouais, tu m'as vraiment fait revivre. C'est le sphinx qui renaît de ses cendres. C'est pas un sphinx, le phénix. Le phénix, j'ai même pas percuté, moi, tu sais, je voyais le phénix, j'ai dit: «Oh, c'est un sphinx». Non, rien à Ouais, voir. non, ouais, c'est ça, c'est un phénix. Parce que je Oui. voyais les lettres et je suis J'ai dyslexique, en fait. Et donc, en fait, voilà, pour moi, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est en gros, c'est tu sais qui t'étais, tu vois, le truc de tu vas devenir la meilleure version de ouais. toi-même. Toi, t'es pas dans ce délire, en fait. C'est t'as la meilleure version de toi-même, d'accord? Là, tu l'as cramée et on va la faire renaître, tu vois? Parce qu'elle existe encore, elle est toujours là. C'est plus ça. Voilà. Mmh, c'est vrai. Carrément. Bah, merci Khadija pour ces mots, ton témoignage et puis ta confiance aussi pour, bah, partager tout ce que tu as partagé, tes peurs, tes émotions, tes difficultés. Je sais que c'est pas évident, surtout voilà Ben, que c'est pas on n'est pas en mode, intime privé là donc donc merci, d'avoir partagé. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup de monde. Et j'espère. comme tu as dit, de toute façon, je mettrai le numéro, en bas en description. Le numéro d'appel d'urgence en alerte suicide qui sont spécialisés, pour aider dans ces moments-là. Parce que oui, il y a plusieurs niveaux du burn-out. Le dernier, c'est les idées noires et suicidaires et là, vous appelez, alors de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, c'est pour ça que je vous le mettrai en description pour que vous le lisiez et vous appelez. Ne restez pas comme ça et justement, c'est des personnes professionnelles, bienveillantes, qui sont là pour vous écouter, qui jugent pas. Et des fois, c'est plus facile de s'ouvrir à un étranger qu'à quelqu'un qu'on connaît, donc faut pas Oui, hésiter. complètement, vraiment, clair, j'avoue. Carrément. Parce que souvent, en plus, les personnes qu'on connaît, ils ont toujours ce truc un peu de bah, déjà, je flippe de ce qui est en train de t'arriver. De deux, je sais pas comment te rassurer. Mmh. De trois, psychologiquement et émotionnellement, moi aussi, c'est chaud. Et je pense que c'est pour ça, je trouve que mon mari, il a eu le bon geste, tu vois, le truc de Je te glisse la tiens le carte, numéro. mais Je carrément. sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, donc je te glisse juste le numéro. Mais c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre dans le burn-out, c'est que, bon, pour moi, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qui se soigne. Pour moi, c'est vraiment un marqueur important d'une épreuve de quelque chose. Hem, du coup, c'est ce qui fait qu'un médicament, ça va pas suffire. Une méthode, ça suffit pas. Le burn-out, c'est pluridisciplinaire. Il faut que tu crées ton équipe selon ce qui t'arrive. Selon où tu en es. Il faut le médecin traitant pour les médicaments. Il faut le psychiatre, psychothérapeute qui va te permettre de libérer ta parole, de comprendre tes schémas, de comprendre tes pensées, et cetera. Il faut le coaching pour construire ta vie d'après. Il faut le côté thérapie brève pour le MDR, pour l'hypnose, pour traiter tous les traumas, pour aller avec le FT jusqu'aux sources, mais que celles qui sont utiles. Je sais pas si tu te rappelles quand tu m'avais dit: «Je veux pas aller gratter la merde de mon passé dans l'accompagnement» et que je t'ai dit: «Mais on va pas gratter déjà là où tu veux pas, mais surtout on va pas gratter là où c'est pas utile». Mmh, Si l'inconscient il refoule, c'est pas pour rien, faut respecter. Donc il fera mmh. remonter que ce qu'il faut remonter et il a remonté que le truc qu'il fallait remonter, pas tout le reste. Ouais, Il a après, j'avoue que là, pour le coup, on a vraiment en fait, le truc, c'est un point important, c'est qu'on est allé gratter effectivement les des merdes qui étaient, que je ne voulais pas gratter. Mais déjà, j'étais en confiance et de 2, je savais que c'était pour, une guérison et que c'était pour, et que j'allais pas être dans le bad. Mmh, Tu vois? Parce qu'avec toi, en gros, il y a des choses qui sont sorties sans que je le veuille. Et qu'après je me suis pas sentie, pas bien, ruminante, tu vois? Tu vois? J'étais pas comme ça, donc du coup, les autres fois où les choses sont sorties, pour moi, c'était OK et maintenant je j'ai pas de souci avec j'ai plus de soucis avec ces traumas. mmh, J'ai
ils sont plus enfermés derrière une porte, blindée, tu vois? Où, Comme à faut Vice pas en Versa 2. parler. Ouais, voilà, c'est ça, exact. Alors que pendant longtemps, si, c'était ça, tu Mmh. vois? Et je voulais pas ouvrir cette porte, sauf que, tu sais, tu sentais que ça poussait et que ça Ah ouais, hein, ça venait sans qu'on ait à demander ni quoi que ce soit, hein, ouais, c'est carrément. comme si, en gros, c'était tu sais, ça dégoulinait là, derrière la porte. Ça dégoulinait. Gloup, gloup, Mmh. gloup. Ouais, ça dégoulinait là, Et comme ça. sortir. Ouais, ouais, de toute façon, ils étaient sortis quoi, en gros. Ils étaient sortis. Ouais, carrément. Ouais, ça pourrissait et ça dégoulinait. Bon, j'arrête avec mes images cheloues. Mais ce sont de belles choses qui sont sorties, rassurez-vous, ça s'est très bien passé, rassurez-vous. Ouais, ouais, ça s'est super bien passé alors que moi, clairement, vraiment, c'est ouf, hein, j'aurais kiffé, en fait, que tu enregistres finalement cet appel découverte, que tu enregistres comment est-ce que mon état de pensée de l'époque, Je l'ai enregistré. passe. Ah bah, tu vois? Tu veux que je te l'envoie pour le réécouter, pour que Ouais, tu vas-y aies pour plus que je puisse ouais, conscience? ouais. Ouais, je te ferai ça, je te l'enverrai, Mmh. Ça, c'est carrément. ouf. On va mettre fin à l'interview, on va Ouais, continuer après en perso. ouais. Merci d'avoir répondu à l'invitation, merci pour toute ta confiance, merci d'avoir Merci été à toi. là et puis de toute façon, vous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure où vous nous écoutez et puis Oui. nous, on se retrouve dans pas longtemps de toute façon. Merci à vous et puis, bah, merci de nous avoir écoutés, puis n'hésitez pas, hein.